Sauf que les startups viennent aider des compagnies qui se sentent un petit peu seules et qui ne savent pas trop comment intégrer ces startups dans leur environnement. Donc moi j'ai créé deux typologies d'offres, un observatoire de startups où j'ai documenté à peu près 800 startups du monde, 800 hits sur tech du monde, pour décortiquer le rapport de valeur sur la chaîne de valeur métier de l'assurance, et puis un accompagnement de conseils sur l'innovation pour aider les compagnies et les acteurs de l'assurance à identifier des cas d'usage et puis trouver la bonne solution qui va répondre aux besoins de manière très ponctuelle ou construire ou aller chercher les bonnes solutions là où il le faut. Alors vous l'avez compris, ce soir on va vous parler d'assurance paramétrique. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent ce que c'est que l'assurance paramétrique, vous êtes juste intrigués pour savoir ce qui pouvait bien se cacher derrière ce terme. C'est un terme qui est né il y a quelques années. Je vais le mettre de l'autre côté. L'assurance paramétrique en anglais est un tout petit peu plus clair. C'est l'index-based insurance. Le principe il est relativement simple, c'est de contractualiser un contrat d'assurance traditionnel sur la base d'un paramètre objectivable. Vous connaissez tous vos contrats d'assurance aujourd'hui, où vous avez des contrats d'assurance sur lesquels vous souscrivez contre un aléa, un risque qui va se présenter, que ce soit pour votre voiture, un accident ou vos dégâts corporels, ou alors sur vos maisons, sur des inondations, ou sur des dégâts des eaux, des bricages, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est lié à une déclaration d'un sinistre. Et c'est des critères qui vont être interprétés au moment où vous déclarez votre sinistre. L'objectif de l'assurance paramétrique, c'est de rendre tout ça objectivable, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être contredit, qu'il ne puisse pas être soumis à interprétation. On va voir un petit peu après quelques exemples de ce qui se passe. L'idée qui est derrière, c'est que lorsque le paramètre pour lequel on a souscrit se déclenche, c'est une sorte de trigger, de déclencheur, un règlement du montant convenu va être automatiquement versé à l'assuré. Donc, pas de déclaration de sinistre, versement automatique, c'est uniquement un déclenchement, un déclencheur, un trigger, qui va déclencher tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Si on essaye de simplifier tout ça et de comprendre, c'est une règle classique de if this then that. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil en ligne qui est ultra intéressant et les geeks dans la salle le connaissent. C'est un outil qui est très simple, qui permet de connecter plusieurs outils et vous déterminez un déclencheur sur un outil en particulier et l'outil va automatiquement aller déclencher un autre outil et effectuer une action ailleurs. Le principe sur l'assurance paramétrique, c'est exactement le même. C'est si telle chose se présente, alors je rembourse. Je vous donne un cas qui est le plus connu autour de la météo. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on va avoir une météo capricieuse et l'évolution de la météo actuelle ne va pas simplifier les choses. On peut se retrouver avec beaucoup trop de pluie par rapport à ce qu'on attendait. Ça peut poser des problèmes pour des inondations. Ça peut poser des problèmes éventuellement en agriculture, si vous avez des choses des champs, et surtout quand il y a beaucoup d'eau, c'est un peu problématique. Ou alors vous avez l'inverse, vous n'avez pas assez d'eau. Et là encore, dans l'agriculture, c'est un peu le problème, quand on a un manque d'eau, ça pose des gros soucis sur la qualité des récoltes. Qu'est-ce qui se passe? L'objectif, c'est de s'appuyer sur les données météo. C'est-à-dire récupérer une donnée météo qui va être un critère objectif, qui va dire combien est-ce qu'on a eu d'intempéries, combien on a eu de pluie sur une zone donnée à un instant T, ou pendant une durée donnée. Et si on a eu plus d'un certain montant de pluie, ou moins d'un certain niveau de pluviométrie sur une zone donnée, ce sont des données de météo pure, qui vont être liées à ce qu'on appelle un Insurance Smart Contract. Alors le Smart Contract, on y reviendra un peu tout à l'heure, je laisserai peut-être Kevin, côté Finzi, en dire un petit peu plus. C'est une notion qui est très abordée dans les questions blockchain. Ça ne fait pas nécessairement appel à de la blockchain, on va le voir après, il y a d'autres solutions pour le gérer. L'idée qui est derrière, c'est effectivement de faire appel à un contrat qui soit corrélé à cette notion de données météo, qui permette sur la base du critère de pluviométrie, trop de pluie, pas assez de pluie, en dessous d'un certain seuil qu'on va définir, de pouvoir déclencher automatiquement le règlement. Plus qu'un smart contract, c'est pas nécessairement de la blockchain qui est derrière, mais plus qu'un smart contract, c'est un ensemble de règles qui vont être interprétées. Ça peut être une règle, 2 règles, 10 règles, 15 règles. On verra, je ne sais pas, côté Moonshot ou côté physique, combien vous avez de règles qui sont utilisées. Et une fois que le contrat se déclenche, on a un règlement qui va se déclencher. Alors, à vue de nez comme ça, c'est une solution qui est assez séduisante, parce que je ne sais pas si il y a d'assureurs qui sont encore pour dans la salle, mais tous ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'assurance connaissent la difficulté qu'on a autour des sinistres. Et
et se dire qu'on a une solution qui peut nous permettre d'éviter la déclaration du sinistre, c'est tout de suite quelque chose de très, très, très séduisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En contexte, on a aujourd'hui des données qui sont de plus en plus nombreuses. Je ne vous fais pas le dessin sur les objets connectés, sur les open data. Vous avez à peu près des chiffres en tête de ce que ça représente aujourd'hui et dans les 5 années à venir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver avec des données à disposition de manière ouverte et accessible, beaucoup plus facilement et en masse. Et puis, de l'autre côté, dans un contexte, je restreins au plus simple, on a des sinistres de plus en plus nombreux, de plus en plus complexes, avec des nombres d'interlocuteurs qui sont extrêmement importants et assez compliqués à gérer et qui représentent des coûts de gestion significatifs sur la sûreté de l'assureur. Quelques enjeux de l'assurance paramétrique: faciliter la distribution et la contractualisation. Si on est capable d'avoir un contrat sur lequel on a la possibilité d'expliquer très clairement ce qui va se passer derrière, pour un agent ou pour un distributeur qui ne soit pas expert de l'assurance, à expliquer, c'est nettement plus simple. Supprimer la gestion de sinistre, je dis bien supprimer, c'est-à-dire que depuis la déclaration jusqu'à l'indemnisation, on supprime toutes ces étapes et on passe directement au règlement. On améliore la satisfaction client. Il est évident que si on est capable de rembourser avant même que le client ait demandé et ait fait sa déclaration de sinistre, on peut se dire qu'on a un client qui va être content. Et puis, on peut éventuellement aller capter des nouveaux marchés grâce à des nouvelles offres. Les offres météo, aujourd'hui, il n'y en a pas des tonnes qui existent. Il y en a quelques-unes qui existent dans le Bordelais, par exemple, sur les vignes. Des gens qui veulent se couvrir contre la grêle ou ce genre de choses. Mais c'est pas un marché qui est très développé, tout simplement, parce que l'assurance traditionnelle n'a pas encore adressé en masse ces sujets-là. Et on peut très bien imaginer que d'aller chercher tous ces contrats, qui sont potentiellement des nouvelles offres, des nouveaux produits, pour aller chercher d'autres choses. Et potentiellement, c'est au-delà d'une solution séduisante, ça peut aussi être un relais de croissance intéressant dans un marché qui est un marché du dommage notamment, qui est un peu saturé. Quelles conséquences qui sont quand même importantes autour de l'assurance paramétrique? Il s'agit avant tout d'avoir un produit qui s'appuie sur un critère objectivable. Ça veut dire que votre contrat auto, tel qu'il existe aujourd'hui, il n'est pas appuyé sur un critère objectivable. Vous pouvez éventuellement objectiver le fait qu'il y ait un accident ou qu'il n'y ait pas d'accident. En revanche, objectiver la gravité de l'accident, est-ce que c'est uniquement du bris-de-glace, du dommage matériel lourd ou du corporel, ça, vous avez forcément nécessité de faire une déclaration pour dire ce qui s'est passé, expliquer ce qui s'est passé et le contexte dans lequel ça s'est passé. Autrement dit, il faut un produit qui s'appuie sur ce critère objectivable. Ça peut être la météo, on en a parlé, ça peut aussi être les annulations de séjour, annulation de vol. L'exemple qu'on a choisi pour ce soir, c'est plutôt l'exemple de l'annulation du retard de vol, qui est un critère purement objectif. Les données pour ce critère, elles doivent être accessibles, elles doivent être normalisées, et elles doivent être connectables facilement. C'est-à-dire que c'est une bonne chose d'avoir des objets connectés un peu partout, mais ils ne sont pas tous à la même hauteur, ils ne sont pas les mêmes données au même niveau. Et c'est pas si simple que ça de les intégrer de manière régulière en masse pour pouvoir les interpréter en temps réel. Aucune des parties ne doit pouvoir influencer les risques. Je parlais tout à l'heure de tiers de confiance. Il va sans dire que si on va s'appuyer sur un critère objectivable, si l'assuré ou l'assureur peuvent modifier la donnée ou avoir une influence sur celle-ci, la notion de tiers de confiance, elle tombe un petit peu et l'assureur n'acceptera pas de rembourser s'il sait que l'assuré a pu modifier tout ça. Et du coup, cette notion de tiers de confiance, elle est quand même essentielle parce que la donnée est connectée, certes, mais est-ce que l'objet connecté, le smartphone, les données qui proviennent de votre smartphone dans votre poche, c'est suffisant pour aller faire reconnaître tout ça par un assureur qui nous dit que vous n'avez pas corrompu les données de votre téléphone. Alors que corrompre les données de Météo France ou d'un organisme tiers de confiance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, dernière question dans les conséquences, la gestion des interfaces. Ça, je tends du perche côté Moonshot, parce que je pense que c'est l'une des grosses questions, qui existe aussi côté FITI, mais c'est l'une des grosses questions qui se présentent. Interface pour récupérer des sources de données multiples, les mettre à un format pivot, les interpréter, et puis ensuite déclencher des règlements qui vont bien derrière. Solution séduisante, mais pas solution définitive et intégrale. Toute l'assurance ne sera pas paramétrique demain. C'est quand même important de le dire, ça répond à plein de questions, ça ouvre des perspectives intéressantes, mais ça ne répond pas à tout. Pourquoi? L'assurance, de manière traditionnelle, c'est l'indemnisation d'un préjudice.
Le risque légal, il y a une vraie question légale derrière. Il faut bien calibrer les limites, les seuils de déclenchement de l'assurance paramétrique pour qu'il y ait quand même un véritable risque et un véritable préjudice pour l'assuré. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une assurance paramétrique sur de la météo dans les champs qui ont de la sécheresse ou pas assez de récolte, s'il y a eu un peu trop d'eau et que vous avez déclenché votre seuil un peu trop vite, peut-être que votre agriculteur il aura bien ses récoltes comme d'habitude et pour autant il aura eu son règlement parce que le seuil aura été déclenché. Donc la notion de préjudice qui est derrière elle est quand même importante, de bien déclencher le seuil et le critère au bon endroit. Toutes les données ne sont pas objectivables. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la gravité des sinistres auto. On peut aussi donner l'exemple du taux d'invalidité. Typiquement, quand on a un accident en prévoyance ou un accident auto, on devient invalide, vous avez un taux d'invalidité, ou un taux d'incapacité. Ce taux, aujourd'hui, il est reconnu par un expert, plusieurs experts qui vont se battre pour savoir si vous êtes à 32, 33, 35, 7, 18 ou 92% d'invalidité. Ce taux-là, il n'est pas objectif, ce n'est pas un critère défini par quelqu'un. Alors, l'expert peut donner un taux, mais vous en aurez un deuxième qui donnera un autre taux. Tout n'est pas encore accessible, il y a une source de données normalisée. On a beaucoup de données aujourd'hui, on a tendance à structurer les choses, il y a des données se normalisent, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de connecter des objets pour collecter l'information quand elle n'est pas disponible? Est-ce que Météo France, elle fournit des informations au niveau de la parcelle, au niveau de l'hectare, au niveau du champ de la parcelle de vigne? Quand on n'a pas ça, est-ce qu'on ne peut pas faire d'assurance paramétrique ou est-ce qu'on met des objets connectés et si oui, comment on le gère? Si on doit mettre des objets connectés complémentaires, c'est le modèle de Flood Flash en Angleterre qui détecte les inondations. Vous mettez un objet connecté dans le jardin. Ça veut dire quoi mettre un objet connecté dans le jardin? Ça veut dire que vous reconnaissez que cet objet connecté, il va prendre la bonne mesure. Qu'est-ce qui vous dit que votre assuré ne va pas relever le capteur ou baisser le capteur pour être sûr que ça se déclenche au bon moment et de manière plus avantageuse pour lui? Donc on revient sur la notion de tiers de confiance, pour que assuré et assureur reconnaissent la valeur de la donnée qui est utilisée. Et puis derrière, évidemment, le risque de fraude qui va avec, qu'il faut quand même traiter. Enfin, l'assurance, c'est un modèle de fréquence par gravité pour tout ce qui est gestion de sinistre, une fréquence d'occurrence du sinistre, du risque. Il y a une gravité pour être capable d'identifier, de chiffrer, de tarifer ce qui va se passer. On se trouve avec l'assurance paramétrique avec des risques qui sont un météo, on ne va pas chiffrer le préjudice subi par le fait qu'il y ait trop d'eau ou pas assez d'eau. On va donner un tarif qui correspond à l'occurrence du risque météo. Et ensuite, on souscrit un montant de remboursement qui devra couvrir ou pas l'intégralité des frais qu'on aura engagés en tant qu'agriculteur. Le calcul de risque, il est quand même significativement différent par rapport à ce qu'on connaît. Dans une évolution de la météo qui est aujourd'hui très floue à court, moyen et long terme, avec le réchauffement climatique, c'est parfois des choses qui peuvent être compliquées à chiffrer et à tarifer. Et puis dernier point, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avec un risque de rentabilité. Si on positionne des seuils un peu trop haut ou un peu trop bas, que l'assurance paramétrique se déclenche un peu trop vite par rapport à ce qu'il faudrait, on peut vite se trouver dans des situations un peu compliquées. Le fait que ça rembourse automatiquement. Aujourd'hui, vous savez très bien que la déclaration de sinistre, certains sinistres ne sont pas déclarés. C'est aussi un des grands enjeux de l'assurance, d'éviter que ces sinistres-là soient déclarés. L'assurance paramétrique, si vous n'avez pas besoin de déclarer, ça veut dire que 100% des assurés auront une indemnisation le jour où le risque se présente. Ça veut dire qu'en termes de tarification, côté actuariat, ça représente des enjeux significatifs. Je vous présente quelques solutions dans le monde, parce que quand on parle d'AssurTech, ne pas faire un panorama, on perd un peu quelque chose. Je le partagerai sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez faire suivre. 3 grands usages dans ce qu'on constate dans le monde. Le premier, je les ai classés par ordre d'importance en volume d'affaires. Alors, je ne peux pas vous donner de volume d'affaires précis parce qu'il y a peu de chiffres qui circulent sur le marché. En revanche, on est bien dans cette hiérarchie-là. Le premier, les risques météo. Donc, ce qu'on va chiffrer, c'est les conséquences liées à un risque météo qui se présente. Alors, on va citer quelques-uns. On parle souvent dans ces cas-là de Acts of God.
parce qu'un acte de Dieu, pour ne pas dire la météo, tremblement de terre, etc., c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas jouer, on ne peut pas intervenir. Le fait qu'il y ait un tremblement de terre, personne ne peut dire qu'il a influencé ou pas ce qui s'est passé. Donc tremblement de terre, insuffisance de pluie, excès de pluie, inondation, feu, et j'en passe. Et dans les conséquences qu'on va pouvoir indemniser, on va pouvoir intervenir soit sur l'agriculture, on va pouvoir intervenir sur l'arrêt du business, la perte d'exploitation liée à l'arrêt du business d'une entreprise qui est inondée. Et puis on peut imaginer plein d'exploitations potentielles derrière de ce que la météo peut engendrer. Les quelques exemples, on a différentes sortes. Si on regarde un petit peu ce qu'on a dedans, on a des structures qui sont spécialisées dans la fourniture de données fiabilisées. Je pense à A-Tech qui propose des capteurs de chaleur dans les boîtes de foin pour les agriculteurs, et dès qu'ils captent que la température augmente, ils peuvent déclencher des choses. Rofex, ils sont en Argentine, ils proposent un index de sécheresse. Donc eux, ils se positionnent comme fournisseurs de données fiables pour identifier que la sécheresse, elle est supérieure à la normale ou inférieure à la normale, et du coup, on peut s'appuyer sur ces données-là pour aller plus loin. Et puis ensuite, on a des solutions qui vont fournir des solutions un peu plus complètes. Floodphase, j'en ai parlé, c'est l'inondation. Dès qu'on détecte qu'il y a une inondation, on va pouvoir aller un peu plus loin et puis automatiser le règlement. Ils ont fait une grosse levée de fonds cet été, et donc on ne dit pas que ça va s'accélérer dans les semaines qui viennent. Et puis un dernier petit rigolo pour la route, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce que fait Black Insure en Estonie. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ils ont créé un petit jeu autour de la question d'assurance paramétrique et de la blockchain. Vous dites dans quelle ville vous habitez et vous recevez des tokens de blockchain automatiques dès que vous avez plus de 10 mm de pluie par jour sur une journée donnée dans une ville dans le monde. Vous avez juste à renseigner votre ville, ça prend 5 minutes, et puis du coup ça permet de prendre un peu conscience de ce qui se passe dans le monde. Le deuxième cas d'usage, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est des annulations. J'ai mis annulation au sens large, on peut avoir des annulations de vol, de séjour, de spectacle, on peut envisager plein de choses. Alors évidemment, les deux premiers, c'est ceux qu'on a invités ce soir, donc Moonshot et Fitzy. Donc je les laisserai se présenter tout à l'heure, vous en saurez un peu plus. On a aussi Setou. J'ai vu, je ne sais pas si la personne de Setou qui s'était inscrite est venue ce soir, pas sûr. Quelqu'un de Setou s'était inscrit. On aurait pu inviter aussi. Ils ont fait une belle levée de fonds aussi, donc ça va aussi s'accélérer sur les parties annulation. Et puis une solution finlandaise, je crois, BingLink. Pareil sur les questions d'annulation. Et enfin, d'autres usages. Et là, c'est un peu fourre-tout, parce qu'en fait, c'est vraiment du défrichage. C'est un marché qui se cherche, qui essaie d'aller voir un peu ce qui se passe. On a des questions de micro-assurance, on a des questions autour de la santé, notamment à Singapour. On va détecter... Singapour ne bénéficie pas du même système de santé que nous avec la notion de télétransmission. Et en fait, ce que fait Vitana avec MetLife et Lumen Lab, c'est compenser le système de santé qu'on a en France via une blockchain pour aller indemniser automatiquement quelqu'un qui aurait des soins médicaux. Et puis côté Tongan, eux ils proposent des choses autour du smartphone par exemple. Vous envoyez une photo de la vitre de votre smartphone qui est cassée et vous recevez une indemnisation automatiquement. Et puis on peut imaginer des choses autour de la propagation de maladies. Si la malaria se développe plus que d'habitude, on peut envisager plein de choses derrière. Ça ne s'arrête pas sur ces usages-là, potentiellement d'autres sont à inventer. Le concept est là, le principe est là. Maintenant, les cas d'usage derrière, ils sont importants. Alors, Fitzy, Moonshot, les deux font une solution d'annulation ou de retard de vol. Je vous laisserai présenter plus en détail. L'une construite sur la blockchain et l'autre sans blockchain. Notre objectif ce soir, c'est qu'ils nous présentent les avantages et inconvénients des deux et qu'on comprenne pourquoi ces choix technologiques et puis qu'on sache un petit peu ce qui se cache derrière. Alors je crois que dans l'ordre, c'est Fitzy d'abord.